Alors, nous allons donc parler de la consultation post-hospitalisation et plus précisément des représentations. Vous m'entendez bien? Oui, nickel. Oui. Oui, très bien. Précisément des représentations et des attentes des médecins généralistes concernant l'organisation de cette consultation. Suivant. Les réhospitalisations précoces dans le mois suivant la sortie ou RH30 correspond au nombre de patients ayant eu 2 hospitalisations consécutives dans un délai de 1 à 30 jours, rapporté à l'ensemble des patients hospitalisés dans l'année en cours. Donc, le RH30 et HPE, hospitalisation potentiellement évitable grâce aux soins primaires, sont les principaux indicateurs de la bonne coordination médecine de ville-hôpital, et ces indicateurs sont reconnus par la HAS et l'OMS. Suivant. Oui, c'est bien ça. Ces réhospitalisations sont coûteuses et sont associées à une augmentation du taux de mortalité de 12% à 1 an. En France, le taux de réhospitalisation précoce en 2015 était de 12% et environ 23% de ces réhospitalisations seraient évitables. Mais alors, comment diminuer ce taux de réhospitalisation? La planification en amont de la sortie d'hospitalisation associée à un suivi ambulatoire semble réduire significativement ce taux. Donc la transition hôpital-domicile est donc un moment crucial. Et selon la HAS, la réduction de ce taux varie entre 18 et 50% en fonction des études. Suivant. La transition hôpital-domicile désigne toutes les interventions qui ont pour objectif pendant et après l'hospitalisation d'éviter la rupture de la continuité des soins. Parmi les interventions proposées par la HAS, on retrouve notamment la mise en place d'une consultation de suivi avec le médecin généraliste. Suivant. En France, selon les données de l'assurance maladie, seulement 13% des patients de plus de 75 ans ont consulté le médecin généraliste dans les 7 jours suivant leur sortie d'hospitalisation. Ce taux atteint 29% en 30 jours seulement. Pourtant, l'efficacité de cette consultation a été prouvée à de multiples reprises. Plusieurs études, notamment nord-américaines, montrent avec un bon niveau de preuve son intérêt. Aux États-Unis, une étude publiée en 2017 montre que les patients ayant effectué une consultation de suivi dans les 7 jours présentaient un risque de réadmission à 30 jours inférieur de 12 à 24%, par comparaison à ceux qui n'avaient pas consulté. L'efficacité de cette consultation a également été démontrée en France dans plusieurs études, notamment dans une étude multicentrique réalisée à Marseille, qui montre que cette consultation précoce avec le médecin traitant est un facteur protecteur majeur de réadmission. Suivant. Donc, l'objectif de cette étude est d'explorer les représentations et les attentes des médecins généralistes concernant l'organisation d'une consultation dédiée en sortie d'hospitalisation. Suivant. Donc, nous allons très rapidement parler de la méthode et du choix méthodologique qui était porté sur une étude qualitative parce que la question de recherche avait pour objectif la compréhension d'un phénomène social. L'étude se base sur les principes de la théorisation ancrée, donc c'est assez différent d'une étude quantitative où on aurait des statistiques. Là, c'est pas le cas. C'est un mode de recherche inductif qui part des données du terrain pour construire une théorie qui soit ancrée dans les faits. Suivant. Donc, les résultats, nous avons interrogé 12 médecins. Vous avez le tableau des résultats là? Oui, c'est bon, on a. Donc, nous avons interrogé 12 médecins généralistes de 32 à 74 ans, avec une durée des entretiens qui variait entre 33 minutes et 1 heure. Les critères d'inclusion étaient les médecins généralistes installés, donc médecins traitants, prenant en charge le suivi des patients dans le cadre de la médecine générale, exerçant en cabinet ou en centre de santé. L'échantillonnage choisi a été réalisé sur un mode raisonné, en variation maximale, le but n'étant pas d'être représentative, mais d'explorer un maximum de points de vue différents. Suivant. Donc, les résultats seront présentés en 3 parties. Nous commencerons par la perception des médecins généralistes de l'organisation actuelle des sorties d'hospitalisation. Dans un deuxième temps, nous parlerons
de la consultation post-hospitalisation en elle-même. Et enfin, nous finirons par les attentes des médecins généralistes concernant cette consultation. Donc, on va présenter les résultats sous forme de schéma suivant. Du coup, là, c'est le premier gros schéma. Pour les interroger, donc le médecin traitant avait un rôle pivot. Il représentait un repère connu et rassurant pour le patient, mais également une source d'information essentielle pour l'hôpital. La notion de relation de confiance médecin-patient est revenue fréquemment dans les entretiens et met en lumière la place prépondérante du médecin traitant dans le suivi post-hospitalier. Et une approche centrée patient basée sur une communication claire et loyale permettait de renforcer la relation entre le médecin et le patient. Suivant. Donc là, on zoome un peu sur une partie qui me paraissait intéressante sur le premier schéma et qui parle de la relation du rôle pivot du médecin traitant. Donc cette relation privilégiée contribue à placer le médecin traitant au centre de la coordination et de gérer le suivi ambulatoire du patient autour du cercle de soins habituel, donc de l'infirmière, kinésithérapeute, etc. En pratique, les médecins généralistes de notre étude avaient le sentiment que ce rôle était parfois minimisé par les professionnels hospitaliers. Le décalage, en effet, entre le rôle central que devrait avoir le médecin traitant et le rôle de simple transmetteur d'informations parfois donné par l'hôpital était source de frustration et de revendication. Cette communication sélective s'inscrivait dans une communication complexe entre l'hôpital et le médecin généraliste. Une communication encore souvent redondante, car non uniformisée. En effet, elle pouvait être numérique, épistolaire, par courrier ou téléphonique. La communication épistolaire, c'est-à-dire l'envoi de la lettre de liaison par voie postale, semblait obsolète et chronophage et pouvait provoquer des doublons. Les médecins généralistes préféraient une communication téléphonique ou bien numérique, par messagerie sécurisée ou email classique. Suivant. La consultation post-hospitalisation. Donc, concernant cette consultation, elle pouvait être compromise par plusieurs facteurs. Donc, ce sont les freins à cette consultation. Certains freins étaient liés à la démographie médicale actuelle, comme le manque de médecins généralistes. D'autres liés au manque de coordination entre l'hôpital et la ville, comme par exemple le retard des comptes rendus d'hospitalisation. Mais les freins pouvaient également être liés directement aux patients, comme le manque d'intérêt à la consultation, le manque de compréhension des consignes données par l'hôpital et les impératifs personnels. Enfin, les participants reconnaissaient également les freins internes, c'est-à-dire leur propre résistance individuelle au changement. Suivant. La consultation post-hospitalisation était perçue comme complexe et longue par les médecins interrogés car elle clôturait un événement marquant pour le patient. Elle est décrite comme dense car elle nécessite une prise en charge globale du patient avec divers enjeux sociaux, médicaux, psychologiques. De plus, son importance était parfois minimisée par les patients qui pouvaient l'inclure dans une autre consultation, ce qui la rendait multimotif. Suivant. Les participants étaient convaincus de l'intérêt de la réévaluation post-hospitalisation. Cette consultation était nécessaire sur différents plans. D'abord au soutien moral, car elle fait suite à un événement parfois traumatisant pour le patient qui a besoin d'une écoute active et bienveillante. Elle pouvait aider le patient à mieux accepter, intégrer l'expérience passée et les changements à venir. Elle est également nécessaire à l'évaluation de la bonne observance thérapeutique pour limiter les erreurs médicamenteuses. Cette consultation représentait aussi un moment de choix pour encourager la prévention, aider les patients à repérer les signes de décompensation et encourager la poursuite de l'éducation thérapeutique via des outils éducatifs ou des ateliers avec des professionnels paramédicaux. Elle est d'autant plus importante que les changements médicamenteux étaient grands, évidemment. Enfin, les participants ont relevé son importance pour la bonne tenue du dossier médical du patient, pour la diminution du risque de hospitalisation et pour la diminution des coûts de la sécurité sociale. L'assurance maladie valorise cette consultation par une cotation spécifique
mais la valorisation financière de cette consultation n'était pas la principale motivation des médecins interrogés, bien qu'elle soit appréciée par les médecins, car elle représente une reconnaissance à leur travail et à la complexité de cette consultation. Elle était aussi perçue comme une validation de l'importance de celle-ci. Suivant. Les médecins généralistes interrogés estimaient que cette consultation ne devrait pas être systématique pour tous, pour les patients hospitalisés, car ce serait en pratique difficile à mettre en place et cela aurait probablement peu d'intérêt. Son instauration doit donc dépendre du motif d'hospitalisation, mais pas que, également de l'état général du patient, de l'appréciation des médecins hospitaliers et généralistes. Donc globalement, l'élaboration d'un protocole fixe paraissait compliqué à appliquer pour tous les patients car chaque situation était unique. Les participants de notre étude étaient unanimes sur plusieurs situations où la réévaluation précoce était utile, notamment les patients atteints de maladies chroniques, pluripathologiques, les patients ayant des troubles cognitifs, les patients précaires, isolés socialement, en perte d'autonomie ou psychiatriques. Le vécu de la maladie et de l'hospitalisation était également un facteur à prendre en compte. Suivant. Donc là, c'est le modèle explicatif qui fait le lien entre les différentes catégories qu'on a relevées. Suivant. Pour cette dernière partie, nous allons nous intéresser aux attentes des médecins généralistes. Un des participants a proposé que cette consultation soit introduite par une pré-consultation au moment de la sortie, avec une IPA par exemple. Cet entretien avec une IPA pourrait être fait en compagnie de la personne de confiance, selon l'état général et le souhait du patient. L'intérêt serait de vérifier la bonne observance du projet de soins en insistant sur les changements de traitement qui peuvent être expliqués en se basant sur un support visuel comme le tableau de conciliation médicamenteuse. Le tableau de conciliation médicamenteuse, c'est le tableau à 3 colonnes avec les traitements d'entrée, de sortie et la 3e colonne pour justifier la modification. Ce temps dédié serait également par la consultation de vie avec le médecin traitant et d'en expliquer l'intérêt, notamment l'intérêt sur la diminution du risque de réhospitalisation précoce qui serait important à expliquer aux patients. Plusieurs participants ont également proposé la mise en place d'une convocation écrite au rendez-vous et qui pourrait être donnée en même temps que les papiers de sortie. Les médecins interrogés attendaient également de la part de l'hôpital la promotion de la continuité des soins, d'abord en précisant aux patients que cette consultation fait partie du parcours de soins prévu par la sécurité sociale. Cela pourrait donner l'impression d'un continuum et rassurer le patient lors de sa sortie. Puis en rappelant aux patients que le médecin traitant est au courant et qu'il est disponible à les recevoir. Les médecins souhaitaient aussi être intégrés dans la suivante, pardon. Donc là, c'est la diapo avec anticipation. Les médecins souhaitaient aussi être intégrés dans la boucle d'information et recevoir le CRH avant de revoir le patient pour pouvoir préparer la consultation en amont. Pour cela, la transmission du CRH doit se faire via messagerie sécurisée. Les médecins généralistes ont insisté sur la nécessité d'anticiper la prise de rendez-vous durant l'hospitalisation pour qu'ils puissent moduler leur planning. Si les patients étaient en capacité de prendre ce rendez-vous, il était préférable de les laisser faire pour les impliquer dans la gestion de leur santé. Les médecins considéraient que le fait d'autonomiser le patient pourrait augmenter son engagement dans son suivi médical. Si au cours de l'évaluation médico-sociale faite à l'hôpital, le patient n'était pas jugé en capacité de prendre rendez-vous lui-même, il fallait l'accompagner et contacter son médecin traitant afin qu'il puisse ressortir absolument avec une date de rendez-vous prévue et surtout notifiée par écrit. Suivant. Concernant la communication entre l'hôpital et la ville, l'amélioration de cette communication passe par l'utilisation du numérique, mais la multiplication des outils numériques et l'absence d'interopérabilité entre les systèmes semble freiner l'engagement. La messagerie sécurisée paraît être une solution rapide et facile pour la transmission du CRH. Les participants regrettaient cependant que celle-ci, bien qu'en nette amélioration, ne soit pas encore généralisée
et qu'il existe encore de grandes disparités entre les hôpitaux et les services. Le DMP, donc dossier médical partagé, pourrait également être une alternative pour l'envoi du CRH, mais il est pour l'instant peu utilisé par les médecins généralistes, qui estimaient que cet outil était encore trop chronophage et pas totalement au point. Suivant. L'organisation de cette consultation pourrait être facilitée par les CPTS pour structurer le parcours de soins en sortie d'hospitalisation dans un territoire donné avec l'aide de différents acteurs médicaux et paramédicaux. Le PRADO, Programme de retour à domicile, est un exemple d'organisation de sortie d'hospitalisation sur lequel certains médecins souhaitent se baser pour développer cette consultation et élargir aux patients qui ne rentrent pas dans les critères d'éligibilité du PRADO. Enfin, les rencontres physiques et les professionnels de santé, les rencontres physiques entre les professionnels de santé étaient plébiscitées par plusieurs participants car elles permettaient d'instaurer une relation de confiance et un lien humain durable. Globalement, plus les professionnels hospitaliers et ambulatoires se connaissent et connaissent les contraintes de chacun, plus ils les accepteront et plus l'organisation sera fluide. Suivant, donc là c'est la dernière diapo qui est le modèle explicatif faisant le lien entre les différents concepts évoqués, la coordination entre la médecine de ville et l'hôpital, la communication et l'anticipation. Suivant, donc discussion, suivant. En comparant avec les données de la littérature, qu'est-ce qu'on peut conclure sur cette consultation post-hospitalisation? Globalement, quel support, délai et mode de transmission de l'information? La standardisation de la médication est souhaitée par les médecins généralistes et devrait comporter le tableau de conciliation médicamenteuse. La conciliation des traitements médicamenteux est une mesure saluée par les participants qui attendent qu'elle soit généralisée car encore trop souvent oubliée selon les services et les hôpitaux. Cette donnée concorde avec la littérature. En effet, plusieurs études montrent l'efficacité de cette stratégie de tableau de conciliation médicamenteux dans la diminution des erreurs médicamenteuses, notamment l'étude du professeur Legrain. Les modalités d'envoi d'informations doivent apparaître dans cette lettre de liaison et sont fixées par le décret du 26 juillet 2016. Elle doit être envoyée le jour même de la sortie d'hospitalisation via un support numérique, donc messagerie sécurisée par exemple. Cependant, cette loi semble encore difficile à respecter en pratique. La lettre n'est transmise au médecin traitant le jour même qu'une fois sur 2, selon les études. Selon la HAS, cette consultation devrait avoir lieu entre J7 et J14 après la sortie d'hospitalisation. Elle doit être programmée durant l'hospitalisation via un outil numérique interopérable ou par téléphone. Il faut néanmoins évidemment s'adapter aux souhaits des médecins et être conscient des éventuels freins au changement. Suivant. Une convocation écrite et une traçabilité de la lettre de liaison étaient souhaitables, mais leur impact n'a pas encore été étudié. Le PRADO est un exemple d'intégration de cette consultation à J7 dans le parcours de soins en sortie d'hospitalisation. Cependant, il n'était pas encore assez proposé aux patients et les retours d'expérience étaient encore trop peu nombreux pour en juger de l'efficacité. Dans le contexte actuel de médecins, il paraît difficile de mettre en place cette consultation pour tous les patients. Il faudrait donc, selon les résultats de notre étude et les recommandations officielles, identifier les patients à risque de réhospitalisation précoce. Plusieurs facteurs prédictifs relevés par nos participants correspondent à ceux qu'on le retrouve dans les données de la littérature, notamment les patients atteints de nombreuses comorbidités, de pathologies chroniques, l'annonce de maladies graves, les personnes âgées, en perte d'autonomie ou isolées socialement. Suivant. Voici quelques facteurs de risque identifiés par la HAS, donc notamment l'hospitalisation en rapport avec une insuffisance cardiaque, pneumonie, exacerbation de BPCO, syndrome coronarien aigu. L'âge a été relevé par les participants comme facteur de risque de l'hospitalisation précoce, alors que la HAS parle plutôt du syndrome gériatrique qui serait plus parlant que l'âge en lui-même. Syndrome gériatrique qui comprend la dénutrition, dépression, chute, confusion mentale, escarre.
L'antécédent d'hospitalisation non programmée depuis 6 mois est également un facteur à prendre en compte selon la HAS. Il n'a pas été cité par nos participants. Contrario, certains scores comme le SST prennent en compte l'âge du patient pour calculer le risque de réadmission. En 2020, Camille Schwab a comparé la validité externe de 8 scores de risque de réhospitalisation, dont le SST, qui semble le plus intéressant car il a une plus grande spécificité. Suivant. L'application pratique des conclusions donc, de ce travail pourrait permettre de mettre en place une consultation post-hospitalisation de manière plus régulière et pérenne pour les patients qui le nécessitent. Une évaluation de la satisfaction des différents acteurs serait intéressante à étudier par la suite et un équilibre est à trouver entre le patient spectateur et acteur de sa santé. L'éthique voudrait évidemment qu'on favorise l'autonomisation du patient. Suivant. Conclusion. Suivant. La communication numérique et l'anticipation sont nécessaires à améliorer l'organisation de cette consultation avec le médecin traitant. Elle ne doit donc pas être systématique et nécessite de s'adapter au contexte et d'être plébiscitée par l'hôpital. Une meilleure coordination entre les professionnels de ville et hospitaliers est nécessaire à sa mise en place. Suivant. Donc, merci. Attention. Merci beaucoup, Fatima. On peut l'applaudir, merci Fatima, merci pour ce beau travail, même si je ne suis pas tout à fait objectif dans cette affaire-là. Est-ce que vous avez des commentaires? On a quelques minutes pour en discuter. Est-ce que vous avez des questions qui vous viennent? Est-ce que je déroule les questions et vous dites oui, non, et puis on essaye d'avancer comme ça? Est-ce que quelqu'un trouve que c'est inutile, la consultation post-hospitalisation? Non, elle est très utile et après, c'est très intéressant. Non, il y a des choses concrètes. Eh ben là, c'est maintenant. C'est le début en tout cas. Non, mais si on peut programmer, suivant les motifs d'hospitalisation et le terrain, programmer donc la consultation post-hospitalisation et en coordination avec le médecin traitant, une bonne chose que ce soit par voilà. Des façons à ne pas trop encombrées. C'est tout l'enjeu est là, c'est d'arriver à mettre en place une organisation. Mais alors, on est d'accord pour dire qu'elle est utile. J'ai pas entendu, je n'entends pas. Je te répète. Alors, je te répète après, Fatima, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, en gros, je pense qu'on va vite arriver à discuter de comment on s'organise, mais d'accord pour dire que c'est un truc utile, d'accord pour dire que entre J7 et J14, c'est à peu près le bon délai, ça sert à rien que ça soit le lendemain, et ça sert à rien que ce soit à un mois. D'accord pour dire que de toute façon, ça peut pas être pour tous les patients et que c'est impossible. Il faut définir des profils. Que ces profils, ils ont été un petit peu discutés par Fatima, mais ça vous choquait pas les profils, bien sûr, ça, on pourrait discuter évidemment. Hein, puis c'est beaucoup sur le ressenti aussi, un peu de l'hospitalisation, de comment les choses se sont passées. La question d'après, c'est comment on s'organise. Et vous, comment vous voyez les choses? L'idéal serait effectivement qu'il y ait un continuum entre l'hôpital et la ville, en l'occurrence là, et que donc on arrive durant l'hospitalisation à programmer une consultation. Donc éventuellement via une secrétaire hospitalière, etc., trouver une organisation. Vos agendas, dans les 10 jours, ils sont pleins? Non. Ok. Est-ce que vous avez... La question, c'est après, comment on fait? Est-ce que c'est du téléphone et on vous appelle? Avez-vous un secrétariat décentralisé en ligne ou avez-vous un secrétariat personnel? Est-ce que vous nous donnez une forme d'accès à vos agendas? Voilà, les deux réponses sont possibles, hein, mais c'est un peu ça la discussion. Les agendas sont un quart d'heure à la semaine. On est obligé de libérer un peu de temps. Donc, il faut savoir. Okay. Il y a le délai de la consultation. Hein.
C'est une consultation de 30 minutes pour vous? C'est un délai de 30 minutes, ouais. C'est 30 Ok. minutes. Donc Mais ça, c'est vrai que c'est un point. Sur nos agendas, en général, c'est un quart d'heure. Et dans votre semaine, est-ce que vous avez donc tout, c'est des plages d'un quart d'heure, mais est-ce que quand même vous avez quelques plages de 30 minutes pour les nourrissons, donc ce serait plage nourrisson, Ouais, post-hospitalisation exactement. nourrisson? Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai- En anticipant, Hmm. moi j'ai mis des pour la santé, ça marche bien, sur cette hospitalité, là on peut déjà dire c'est l'évaluation. Ok. Mais si on le sait, effectivement, je pense qu'il y a moyen. C'est pas un truc infranchissable, quoi. Bah, ça paraît alors, ça paraît logique. Surtout le patient, il sera tenté en sortant. Il a un ouais, et puis ça. Donc, je ne sais pas si vous avez tout entendu en vidéo, je ne sais pas si Fatim a tout entendu, mais en gros, l'idée, OK pour une consulte post-hospitalisation dans les délais qu'on a dit, plutôt un créneau de 30 minutes. Donc, du coup, ça pose un peu le problème d'avoir des créneaux de 30 minutes dans sa semaine, puisque c'est plutôt des créneaux de 15 minutes. Programmé dès la sortie, enfin, lors de l'hospitalisation, ce qui, pour nous, est un petit challenge quand même, mais voilà. La question, c'est, est-ce qu'il y a autant de façons de vous joindre, entre guillemets, que de médecins généralistes? C'est-à-dire que c'est ça la difficulté pour nous, c'est comment on vous joint, quoi. Est-ce que nous, on va pas dire au secrétaire, bah alors pour un tel, c'est tel numéro, pour un tel, c'est le mail, pour un tel, c'est une plateforme, pour un tel, c'est MS Santé. Moi, j'aurais tendance à dire qu'en dehors des patients en vraiment un peu de fragile, il faut responsabiliser les patients, ils n'ont pas de mal à nous contacter. Alors, je ne sais pas quel pour un secrétariat, mais j'ai gardé un secrétariat, et ils ont une consigne simple, c'est que nos patients veulent laisser un message, ils sont obligés de le prendre. Alors là-dessus, effectivement, alors on a dit que ça serait trop long de discuter profil par profil de patient, mais effectivement, le patient qui vient, j'en sais rien, pour une pneumonie, 3 jours, déjà, est-ce qu'il a besoin d'une consulte post-hospitalisation? Je suis pas sûr, et en plus, évidemment, il est connecté, il prend son rendez-vous, il appelle, c'est plutôt pas pour lui. Après, si c'est quelqu'un dont on insiste sur le fait qu'il a besoin d'une consulte post-hospitalisation et pour autant il est tout à fait capable de décrocher son téléphone pendant l'hospitalisation, oui, ça on le fera. Mais c'est un peu pour les autres, c'est-à-dire celui qui va ou des troubles cognitifs, ou isolé, ou... Mais les autres, ils ont déjà une méthode pour nous. Enfin, si tu veux, chaque médecin, moi j'ai beaucoup de patients âgés, c'est soit la famille qui contacte, soit... Enfin, oui, il y a chaque... on a une autre manière. Ils le connaissent, quoi, ils connaissent votre fonctionnement. Ça, et alors on dit... Votre point commun, c'est MS Santé. Mais MS Santé, ça y est, maintenant, vous êtes sur ces mails-là. C'est chaud. Ça, depuis qu'il fait la mise à jour. Ah, mais ça va marcher, la mise à jour. Ah, c'est une non-mise à jour. C'est une non-mise à jour. Et là, on dit 5 courriers de décès nucléaires de je ne sais pas où, qui ne sont pas mes patients. Je les ai alertés. Et donc, non, ça peut... On va attendre la prochaine mise à jour. Et ça marche bien. Mais en tout cas, c'est vrai que là, il se dessine un point commun, c'est MS Santé quand ça marche. Okay. Et donc, par MS Santé, on peut vous dire, Madame Truc est hospitalisée, elle devrait sortir le 9 février, auriez-vous un rendez-vous autour du 20? Après, ça, c'est pour les patients qui peuvent... Oui, c'est tout ça. OK. Oui, bien sûr, non, non. L'idée n'est pas de... L'idée vraiment, et ça a été soulevé par bon nombre d'entre nous interrogés, hein, l'idée, c'est pas... Je n'utilise pas le mot assistana, mais voilà, de responsabiliser les patients là-dessus. Oui. C'est la lettre de liaison à la alors, oui, c'est un problème, c'est pas simple, mais c'est une obligation maintenant. Et donc voilà, la lettre de liaison, elle doit être prête à la sortie. Voilà, dans le service où on travaille, elle est. Les internes sont là, ils en témoigneront, on leur met une petite pression. Franchement, ils font des efforts de fou pour que la lettre soit prête.
et elle est globalement prête. Après, une de mes interrogations parfois, c'est est-ce que vous la recevez? Je sais pas, il y a des fois j'ai des... Non, vous, par exemple, là, de l'Opilat 5,5, vous avez un fait ça roule, vous les recevez, la NS Santé, ça marche, ouais, globalement, ça c'est bien. Pour responsabiliser les patients, c'est très bien. Mais le souci, c'est qu'on va risque de se retrouver avec un patient qui prend des enfants pour lui, par rendez-vous sur Doctolib, 4 heures de l'après-midi sur un créneau d'un quart d'heure. On va se retrouver avec un compte rendu comme ça, des examens comme ça, on va pas les gérer. Ou alors, on a le compte rendu, le renouvellement. Alors, ou alors, gérer. On dit qu'il y a un truc pour la poste. Ça va pas les sinon, c'est bien pour ça. Fatim, tu as suscité une discussion. Hein. Ouais, j'entends à moitié, mais... Ouais, désolé, j'essaye de te retranscrire, mais... Nous, on peut tout à fait avoir un même titre, consultation post-hospitalisation. À ce moment-là, il y aura le temps nécessaire. Ah ouais, tout à fait. C'est à nous de la programmer. Ok, bon, c'est déjà un premier pas. D'accord pour une consulte post-hospi, dans les 7 à 14 jours, créneau de 30 minutes, via MS Santé, vous nous répondez durant l'hospitalisation avec la lettre de liaison. Pour un patient qui ne peut pas prendre ce rendez-vous et certains profils ou pathologies, voilà, quelqu'un qui avait un séjour en réa, on sent qu'il est un petit peu, c'est normal, traumatisé de ce passage-là, c'est peut-être pas mal qu'il ait débriefé aussi avec vous. Hein. Un exemple comme le... Ok, eh ben, merci pour cette discussion. Merci beaucoup Fatim, je suis désolé, je ne suis pas sûr que tu as eu tous les éléments. J'ai entendu pas mal de choses. C'est très bien. Je peux juste rajouter quelque chose peut-être? Bien sûr, maintenant. Je ne suis pas certaine d'avoir entendu, mais j'ai l'impression que quelqu'un à un moment a parlé de la durée de la consultation et qu'en 15 minutes, c'était pas possible. J'ai eu beaucoup de retours durant mes entretiens de médecins qui proposaient de scinder cette consultation en plusieurs parties et que si la première fois, parce que c'était une consultation qui était dense de toute façon et complexe, et donc si les 30 minutes ne sont pas possibles la première fois, ne pas hésiter à reconvoquer le patient éventuellement pour un suivi plus rapproché. Ça peut éventuellement se découper si besoin. Merci beaucoup, Fatima. Merci à toi. Merci.